C'est une prouesse technologique incroyable. Ah ouais, incroyable. C'est pas juste parce qu'au départ, on le sait, le jeu est pipé, vous allez remporter toutes les médailles pour la rare. Bah bien sûr. De toute façon, parce que chez nous, les Jeux Olympiques, on le savait, c'est aussi les Jeux Olympiques de la râlerie. Monde numérique, le grand débrief. Bienvenue dans le grand débrief de Monde numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises, à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts, de la donnée et de la connectivité. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur le site freepro.com. Merci à FreePro de soutenir Monde Numérique. Et c'est parti, bienvenue dans le grand débrief. Chaque mois, on se retrouve pour passer en revue l'actu tech des semaines écoulées avec, mesdames, messieurs, des signatures de premier ordre. J'ai nommé tout d'abord François Sorel, qui est avec nous. Salut François. Ouais, ça fait un peu, tu sais, comme toujours dans les restos, oui, je vous propose notre plat signature. Tu sais, ça fait exactement. Un peu... tu es un peu mon plat signature. Je suis un peu ton plat signature. Salut voilà. Jérôme. Salut Bruno. Salut François. Notre deuxième signature. Et voilà, puisque notre deuxième signature est là, Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet à Montréal. Alors, on va remettre les choses dans l'ordre. En plus, je suis ravi de vous accueillir depuis mon poste de pilotage parisien. Mais je précise que cette semaine, François est au soleil, n'est-ce pas ? Oui, enfin, pas vrai. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, on voit que tu es à l'intérieur d'une maison, mais tu es quand même t'es en vacances, quoi. Bah oui, écoute, gros bisous de l'île de beauté. Voilà. Quelle chance, magnifique. Il fait très très chaud en ce moment et autant te dire qu'on est bien dans un appartement climatisé. On attend le soir pour aller se baigner. Mais l'eau est à 27-28, tout va bien, c'est l'été. Donc c'est parfait. Ça donne envie. Bruno, tu es en maillot de bain, toi, à Montréal ? Non, pas du tout, et vous voudriez pas que je sois en maillot de bain, mais je vous dirais qu'à Montréal aussi, il fait très chaud aujourd'hui. On est autour de 30 degrés. Ah, on se plaint pas. Eh ben alors, les amis, tout va bien. Merci d'être là, merci d'être là pour ce dernier grand débrief avant l'été. Et on va donc passer l'été bien attaqué quand même. Hein, ouais, l'été bien attaqué, c'est vrai. C'est parce que moi, je suis pas encore parti en vacances. Donc voilà, c'est pour ça. Encore dans l'avant. On commence pas la discussion sur les vacances et les Français, hein, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. On va parler d'intelligence artificielle, ça ne surprendra personne parce qu'il y a encore eu plein d'annonces ce mois-ci, QTI, Meta, Mistral, OpenAI, etc. On va parler des Jeux Olympiques aussi parce qu'il y a des choses qui touchent la tech. Et puis, si on a le temps, on reviendra peut-être sur cette panne géante qui a affecté le monde entier, les ordinateurs sous Windows dans le monde entier. Et puis, Cocorico, ce tir d'Ariane 6, formidable prouesse technologique. Voilà, c'était pendant ce mois de juillet 2024 également. Donc c'est parti pour le grand débrief. Donc la semaine dernière, nous étions dans le métavers. C'était sympa aussi, mais c'était moins chaleureux. C'était pas la semaine dernière, c'est le mois dernier. Le mois dernier, tout à fait. Ouais. Ouais. Jérôme, en fait, on te manque tellement que les semaines sont des jours, c'est ça, en fait. Tout à fait, exactement. Oui, bien sûr. Voilà, on était dans le métavers de Meta, dans Horizon Workrooms, puisque cette émission est disponible en audio, en podcast audio, mais également en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, tiens, de cette expérience Ouais, si on débriefait un peu le métavers. Après coup, qu'est-ce que tu sais, on avait déjà fait ça, on l'avait dit d'ailleurs, on avait fait ça il y a 2 ans, c'était au tout début, je crois, du Quest. On s'était amusé à faire ça. Et tu l'as refait. Et qu'est-ce que t'ont raconté tous ceux qui te regardent et t'écoutent ?
Ben, j'ai eu des retours qui étaient un petit peu ce que j'attendais, c'est-à-dire que certains trouvaient ça sympathique, amusant de nous voir comme ça sous forme de petits bonshommes, d'avatars, mais un peu lassant parce que d'abord finalement c'est pas nos vraies expressions de visage, alors on fait un peu des gestes, etc., mais c'est pas pareil. Et puis après il y a des questions techniques, c'est-à-dire que c'était un plan fixe en réalité. Et donc ce n'est pas comme par exemple là pour notre visio, l'image va se caler sur la personne qui parle, donc il y a des changements de plan, des changements de caméra. C'est pas la télé, mais il y a un peu d'animation. Et il n'y a pas ça, en fait, avec l'outil qu'on a utilisé. Donc, je sais pas. Bilan en demi-teinte, on va dire. Bon, écoute, l'essentiel, c'est de l'avoir testé et de l'avoir fait. Hein. Ouais, exactement. Cool. Mais moi, j'aimerais il y a peut-être d'autres pistes à envisager. Bruno, c'est toi qui disais qu'on aurait pu tenter peut-être d'être dans une autre partie, en fait, du métaverse de Meta. Ouais, ben effectivement, il y a la partie où les gens se rencontrent. Et là, ben, tu te retrouves. Évidemment, là, c'est un peu comme aller faire un direct dans le public, sur une place publique. Alors, tu sais pas ce qui peut arriver. Mais ça peut être intéressant. Ça pourrait être une expérience qu'on pourrait faire. Et puis, il y a des gens qui peut-être viendront, si on l'annonce, il y a des gens qui viendront nous rencontrer. On pourra rencontrer les avatars, les inclure dans la discussion ou pas. Et puis, ça peut être un truc intéressant. Mais je vous dirais ça peut être rigolo. Moi, n'étant pas de votre côté de l'Atlantique et ne vous voyant pas aussi souvent que vous l'êtes, ça a été quelque chose d'assez magique de l'instant d'un enregistrement virtuellement, on s'entend, mais quand même de se retrouver sur un même plateau. J'avais l'impression de me retrouver un peu comme à Vivatech, par exemple. Mais tu me l'avais dit, tu me l'avais dit d'ailleurs, je me souviens très bien, et c'est vrai que moi j'avais cette sensation de proximité et de chaleur qui est intéressante, c'est vrai. En fait, c'est bien pour les gens qui participent. Exactement. Pour nous, c'était plutôt agréable. Ouais, mais pour les gens qui regardent, l'intérêt est peut-être moins. Donc, la conclusion, c'est on fait des réunions là-dedans, mais on ne fait pas de diffusion. Bah, ou alors, il faudra trouver autre chose. Il faudra trouver d'autres déguisements. Il faudra faire La question qu'on se pose, est-ce que la vidéo est vraiment très importante dans ce podcast, tu vois, finalement? Eh bien, mon cher François, oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien regarder et nous voir en vidéo, voir les moments où tu pleures quand on évoque, tu vois, des pannes de Windows, des choses comme ça, l'émotion, en fait, qui transparaît. Oui, c'est vrai. Ouais. Bien sûr. Je suis un humain. Après tout. C'est vrai. Bon, les Jeux Olympiques, on en a parlé il n'y a pas longtemps, toi et moi, Bruno, mais c'est intéressant qu'on fasse un petit point, puisque c'est une émission sportive aussi, ce grand débrief, et que nous sommes trois experts du secteur, absolument. Voilà, géré par de grands athlètes aussi. Voilà, par de grands athlètes. Non, je vais pas vous demander ce que vous avez pensé on va pas faire le débat de la cérémonie d'ouverture, même si, enfin, moi j'ai trouvé ça absolument magnifique, mais je sais pas si vous l'avez suivi et autres. Bruno, tu l'as suivi, toi, de Montréal? Oui, je l'ai suivi. Oui, tu étais très attentif. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que j'ai publié tellement de trucs de la cérémonie, mais des images, pas de diffusion, mais des images sur place, que j'ai eu beaucoup de demandes à savoir si j'étais sur place. Et si j'étais sur place pour faire des entrevues. Et je disais, non, le moi, plus francophile des Québécois. Ouais. Donc forcément, on a l'impression qu'il vit à Paris. Oui. Tu sais. C'est ça, exactement. Mais parlant des jeux, moi, je trouve, vous connaissez évidemment Patrick Montel, Monsieur Sport à la télé française. Et là, ce que je trouve chouette, et je le suis vraiment pendant les jeux, c'est de voir, il se déplace. Et grâce à la technologie, il peut suivre des compétitions en temps réel. Mais par exemple, avant-hier, il était dans le métro avec une passagère, et puis les deux étaient en train de commenter le match. Et aujourd'hui, il a été en campagne, aller voir un fermier qui était dans sa moissonneuse batteuse, et il s'était dans la cabine, ça. Et il s'est mis à regarder un match avec lui. Et les deux commentaient Ah ouais? Mais ça, c'est quand même merveilleux. Et la technologie nous permet de faire ça. Effectivement. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai que je trouve que la techno, en fait, c'est une... Comme toujours avec ces événements qui sont uniques, magiques, historiques, c'est toujours aussi une espèce d'écrin de la technologie du moment sur plein de choses. Parce que voilà, c'est des démonstrations technologiques. Alors il faut pas se planter, il faut que ça marche. Mais typiquement pour la France, c'est aussi, si tu veux, l'adoption à marche forcée de technologies qui n'étaient pas encore chez nous, comme la TNT 4K. C'est tout bête à dire, mais c'est vrai que depuis quelque temps, on dit la TNT est morte. Aujourd'hui, c'est l'IPTV qui a pris le relais. Tout le monde a sa box ou son Apple TV ou
son Chrome, etc., etc. Mais finalement, tu te rends compte que la TNT a des avantages énormes. C'est du broadcast, donc si t'as plus d'internet, si t'as rien, ça marche toujours très bien. La qualité d'image, et pour l'avoir vu, moi, la TNT 4K, c'est impressionnant, et je peux te dire que c'est vraiment meilleur que toutes les IPTV qui existent, parce que il y a moins de compression, parce que c'est maîtrisé, voilà, et aussi, c'est une avancée qui est totalement gratuite, tu vois. La TNT est gratuite. Alors qu'aujourd'hui, si tu veux regarder l'IPTV, la plupart du temps, il faut que tu payes. Tu prends Molotov, tu prends MyCanal, même si c'est quelques euros, il faut payer. Donc, je trouve que c'est bien que malgré tout, le broadcast soit toujours là. C'est un peu comme le DAB d'ailleurs, hein, le DAB qui est en train de se développer à marche forcée en France. Donc, le DAB, c'est le numérique, voilà. C'est la radio numérique. C'est ce qui est en train de se substituer à la FM, même si la FM n'est pas prête de s'arrêter. Mais ouais, c'est poussif quand même comme déploiement. Ça fait quand même plus de 10 ans, 15 ans qu'on en parle. Ouais, mais si tu regardes bien le calendrier, là, c'est accéléré depuis 2-3 ans. Et là, véritablement, il y a une planification d'ouverture de sites et tout, qui fait que dans quelques années, toute la France sera couverte en DAB. Mais, pas trop tôt. Et tu as raison, c'est pas trop tôt. Cela dit, ça nous a permis, comme on est les derniers, de bénéficier des dernières compressions sonores, etc. On a malgré tout, on est en DAB+, si tu veux. Donc, il y a aussi un petit intérêt à avoir attendu. Mais enfin, bon, bref. Tout ça pour revenir sur la TNT 4K, c'est bien parce que la TNT 4K, ça va être, on parle beaucoup d'héritage des jeux, tu sais, c'est un truc un peu à la mode, etc. L'héritage technologique des Jeux Olympiques, ce sera aussi la TNT 4K en France. Alors, pas pour beaucoup de chaînes, hein, c'est France 2. France 3 qui en fait est émet en 4K, mais c'est de l'upscale de K, voilà, il faut être clair. Donc mais ils filment en 2K et ils augmentent artificiellement la définition pour que l'image voilà. soit meilleure, quoi. Mais si tu veux, la diffusion est en 4K, ce qui fait qu'on peut imaginer que France 3 est déjà prêt pour une diffusion future en vrai 4K. Et c'est bien parce que ça va créer une espèce d'émulsion et de concurrence, et demain tu peux imaginer que TF1 va s'y mettre, M6 va s'y mettre, et tout ça, bam, si tu veux, monte le niveau, et c'est bien. Moi je trouve que c'est bien d'avoir le top du top de la qualité, gratuitement, facilement, avec une petite antenne, ça marche, et pour les compétitions sportives c'est formidable, mais ça sera bien aussi pour la musique, pour le sport, pour le cinéma, etc., etc. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Et j'ai eu dans Tech & Co il y a quelques temps de cela, si tu veux, le patron de France Télévisions qui s'occupe qui s'est occupé de ce truc-là. C'est énormément de travail, on se rend pas compte, mais il faut changer toute la chaîne de l'image, de la caméra aux régies, en passant par tout le matériel, les logiciels. Enfin, c'est un truc de dingue, tu vois. Ça coûte beaucoup d'argent. Et il y avait que les JO qui pouvaient en fait accélérer l'adoption de cette technologie. Mais c'est toujours pour beaucoup d'ailleurs. Ces grands événements qui permettent, qui filent un coup de booster, quoi. Voilà. Et donc je tenais à saluer ça et c'est plutôt bien. Ouais, c'est bien. Donc on est sur. Ouais, vas-y. Pardon. Si vous avez l'occasion, switchez. Vous faites une recherche TNT avec votre tuner et vous verrez, vous aurez sans doute la TNT 4K qui va apparaître, qui est en plus en Dolby Atmos. Donc t'as vraiment le top du top de la techno. Il faut utiliser la TNT. Il y a aussi des gens, moi dont je fais partie, j'avoue, qui n'utilisent pas la TNT. Moi, j'ai pas d'antenne connectée sur ma télé depuis longtemps. Non, mais il y a plus. J'ai débranché l'antenne en même temps que j'ai viré les vinyles, les cassettes, bien sûr, les DVD et tout ça. Tu peux facilement. Mais tu sais, j'allais dire, tu peux facilement trouver une antenne sur le marché à 10 €. Là. Ça coûte pas une fortune, ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est très robuste, en fait, la TNT. C'est un signal qui est très robuste et qui, en plus, permet aujourd'hui la meilleure qualité de restitution broadcast. C'est ça qui est dingue. Tu as raison, bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment, si tu es un aficionado de l'image et que tu veux regarder les JO avec la meilleure qualité possible, c'est via la TNT. C'est dingue, quand même. Ouais. Et donc, on est sur de la 4K, c'est tout, ça va pas plus loin. Là, c'est ce que j'allais vous dire. Si je veux vous faire rêver, parallèlement, l'Asie a toujours été plus rapide. Des jeux en 4K, ça fait longtemps que c'est disponible au Japon, en Thaïlande, en Chine, là, ou en Corée. Et puis là, ce qu'on est en train de voir, les Chinois sont débarqués chez vous il y a environ 2 semaines avec leur camion et eux font de la diffusion en 8K. Sur les chaînes nationales. Ah ouais, les Chinois diffusent depuis Paris en 8K. Exactement. Évidemment, probablement avec l'aide du signal satellite ou d'une méchante fibre optique.
optique qui a été installée. Ouais. Mais donc, ils sont arrivés avec leur technologie, probablement question de pas se faire espionner. Ils ont rien envoyé en Tu disais, oui, avec leur camion à eux. tout à Quoi. fait. C'est les camions qui c'est sont ça. débarqués à Paris. Et là, parce que j'ai fait la recherche là-dessus, moi, c'est toujours le modèle qui s'en vient qui m'intéresse. Ça, c'est la 8K et c'est les Chinois qui la font en direct. Mais ce que j'ai vu, et ça, je trouve ça assez bluffant parce que là, c'est plus que mon cerveau est capable d'en prendre. Il y a des gens qui sont sur le terrain présentement à Paris qui font une captation, donc un enregistrement des jeux en 16K. Déjà que le 8K, c'est impressionnant quand on est devant un écran gigantesque de 8K, parce que le petit écran, là, on voit pas la différence avec la 4K. Mais quand vous êtes devant un écran gigantesque de 8K, vous avez l'impression d'être sur place. Alors que la 16K, j'imagine même pas ce que c'est. Et puis, je voudrais pas être responsable de l'espace de sauvegarde de ces données-là, parce que ça doit être énorme aussi. Parce qu'encore là, il n'y a pas de compression. C'est ça le problème. Évidemment, il y a une surenchère après de résolution. Et je pense que il est important pour ce rendez-vous historique de filmer avec la meilleure qualité techniquement possible du jour, même si elle n'est pas aujourd'hui adaptée et adaptable. Ouais. En fait, peut-être que dans 50 ans, on sera bien content d'avoir des images d'archives en 16K, tu vois. Souvent, quand on fait des documents, moi, je trouve ça formidable, mais quand tu vois les documents de l'INA de l'époque, c'est ou du VHS ou de la qualité qui était vraiment pas bonne, parce qu'à l'époque, on savait pas faire. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une telle accélération des technologies que finalement, tourner en 16K, c'est que du bonus pour le futur. Et peut-être que demain, on pourra avoir des projections d'une qualité incroyable de cet événement qui est historique, tu vois. Donc c'est bien que on pousse au maximum de ce qu'on sait faire, même si aujourd'hui on sait pas quoi en faire, quoi, tu vois. C'est intéressant. Il y avait un truc à l'inverse, ça permet aussi de tester tous ces équipements, toutes ces technologies, exactement, pour en mesurer les limites, le potentiel, etc. En gros, si tu veux, pour l'héritage et pour le futur, il faut toujours essayer de filmer ou de capter avec la meilleure qualité possible. Bien sûr. Et je me souviens, tu sais, quand Michael Jackson était mort, donc là, on est en 2009, Michael Jackson meurt dans des circonstances évidemment dramatiques, et tu sais qu'il était en train de préparer une espèce une tournée mondiale qu'il allait faire, notamment en Angleterre avec des concerts, etc., etc. Et toutes ces répétitions, le gars qui était derrière tout ça a eu la bonne idée de filmer ça en Full HD. Et on est en 2009. 2009, la Full HD, c'est aujourd'hui comme la 8K, si tu veux. C'était vraiment un truc incroyable. Mais regarde un peu l'héritage qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont pu en tirer un film avec une qualité incroyable. Il y a eu si tu veux, des images qui ont été commercialisées et tout, et qui te permettent d'avoir un Michael Jackson que tu n'aurais pas pu voir si ça avait été filmé en SD, quoi. C'est toujours intéressant. Même si, François, aujourd'hui, on voit qu'on arrive à ressortir des films, des images vidéo qui datent d'il y a un siècle, qui ont été tournées en noir et blanc, avec des images qui saccadent, etc. Et avec l'intelligence artificielle, on t'en refait des séquences qui sont plus vraies que nature. Vous avez dû voir ces petites séquences qui tournent sur les réseaux, qui sont incroyables. En plus, parfois, elles sont sonorisées, donc on te met un peu des bruits de chevaux, des bruits de voix derrière et tout. Sur Paris au 19e, au début du siècle, c'est magnifique. Tu sais, en fait... Et c'est pas de la 8K, Non, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'était de la pellicule. Et il faut savoir que tu as deux types de... Alors, on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais en fait, tu as deux types d'archives vidéo. Tu as de la pellicule, tu vois, qui existe depuis la nuit des temps, finalement. Et cette pellicule, la captation, si tu veux, comment dirais-je, la résolution d'une pellicule, elle est incroyable. C'est-à-dire que si tu arrives à nettoyer n'importe quelle pellicule, même si elle a 100 ans, tu vas te retrouver avec une qualité. Alors évidemment, tu auras la limite de l'optique de l'époque, etc. Entre le 8 mm et le 32 mm, il y a quand même une différence là. Ça. Bien sûr, mais par exemple, tu prends un film comme, je sais pas moi, un film en Technicolor, un western à la John Wayne, qui était des trucs incroyables. Ben en fait, tu prends cette pellicule-là, tu la nettoies, tu la numérises, tu vas avoir une résolution qui va être incroyable et ton film, tu vas le redécouvrir. Alors qu'en vidéo, tu vois, après, si on remonte le temps et qu'on arrive dans les années 80, 70, 80 et que la vidéo est arrivée, là, tu te retrouves avec une archive qui est vraiment de très mauvaise qualité parce qu'à l'époque, on savait pas faire. On savait pas enregistrer de la vidéo en bande magnétique. Et c'est pour ça que tu as très peu d'upscale de vidéos, en fait. Tu as des upscales de films parce que ça, c'est faisable, ça coûte très cher.
tu vois. Mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de, il y a deux catégories en fait de vidéos. On va dire traditionnelles, cassettes, VHS, etc. Où là tu peux pas faire grand chose. Ouais. Et puis les films et les pellicules. Tout à fait. C'est assez intéressant. Pour rester sur les Jeux Olympiques et la tech, est-ce que enfin moi j'ai l'impression d'un truc assez rigolo, cette fameuse cérémonie d'ouverture. J'ai l'impression que vraiment il y avait une, comment dire, elle était inspirée de ce qu'on voit aujourd'hui avec les keynotes de tech, quoi. Parce que ce mélange entre le réel et des séquences tournées, enregistrées à l'avance, mais c'était une keynote Apple, cette histoire-là. Bien sûr. Et ça se faisait pas avant. Je sais pas si c'est une keynote Apple, mais je dirais qu'il y avait un vrai storytelling. Ça, c'est clair. Et c'était pas qu'une cérémonie, si tu veux, avec des caméras qui filmaient des trucs. Il y avait un scénario derrière, si tu veux. Non, c'est sûr. Un film. Ouais, mais c'est pas ça, c'est sur l'aspect technique, je veux dire. Tu vois, sur le fait, déjà, c'était fait pour synchroniser l'enregistrer. Exactement. Voilà, le personnage là qui est extrait visiblement de Assassin's Creed et qui marche sur les toits et qui rentre dans des bâtiments anciens, qui rentre à l'institut et tout, c'est magnifique. Mais on voit bien qu'il y avait des passages qui étaient en temps réel où il y avait un acrobate sur les toits et d'autres qui avaient été filmés avant, qui étaient enregistrés. Et c'est ce mix entre le replay et le direct qui, je trouve, c'est normal, ça nous paraît tout à fait normal, mais c'était pas normal avant que Apple fasse ça à l'occasion du Covid, en fait. Ouais. Bon, je sais pas si c'est Apple qui a inventé ça. Là, tu me poses une colle. Je sais c'est vrai pas. qu'on l'a remarqué. Ouais, nous on l'a remarqué à ce moment-là. Ouais. Il faudrait poser la question à des professionnels de la production vidéo. Est-ce que ça existait avant? Ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. À l'intérieur d'une cérémonie, il y avait quand même les Anglais qui avaient fait le coup avec James Bond qui allait chercher la reine d'Angleterre pour l'ouverture de... Tu as raison. Exact. C'était aussi un mix entre de la vidéo et du direct. Absolument. Ça existe. Sauf que moi, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'était le code visuel qui ressemblait beaucoup plus, qui était très 2024, peut-être même 2025, par rapport à ce qu'on a vu comme d'autres ouvertures qui étaient très virées. Et même si on parlait de patrimoine, même si on parlait d'histoire, il y avait quand même tous ces codes langagiers, visuels qui étaient utilisés. Et ça, je pense c'était la force. C'était vraiment l'une des forces de cette cérémonie, je pense. Tu as raison, c'est vrai. Et dernier truc... Pour revenir à la technique, c'est une prouesse technologique incroyable. Incroyable. Il y a eu quelques petits bugs, mais c'est vraiment, c'est vraiment ridicule par rapport à la totalité de cette cérémonie. Mais ça a dû demander des mois, des années de préparation, ce truc, pour quelque chose qui a duré 4 heures, hein. Je sais pas combien de temps ça a duré. Mais tu te dis, putain, à partir du moment où tu appuies sur le bouton et t'envoies ton premier magnéto, mon pote, voilà, là, pendant 4 heures, tu transpires, mais t'arrêtes pas, quoi. Mais je serais curieux de savoir... Ça nécessite une telle organisation, une telle synchronisation entre toutes les scènes. Et tu peux dire que là, les petites vidéos qui servaient justement de tampon, de buffer entre deux scènes, elles devaient être les bienvenues pour que justement tout le monde se recale, qu'ils aient le temps de souffler pendant quelques secondes pour pouvoir enchaîner avec la prochaine scène. Même à l'animation. Ça servait aussi à l'animation de permettre de faire une pause et d'être capable de bien présenter ce qui s'en venait. Mais il y a un truc, par exemple, puis je veux vous entendre là-dessus, et il y a quand même un placement publicitaire de Samsung important avec ces 200 Galaxy qu'ils ont installés sur les embarcations puis sur les côtés. Du côté canadien, ça a uniquement servi à montrer la délégation canadienne de temps en temps quand il y avait des temps morts. On voyait les athlètes canadiens qui étaient fort heureux de se balader sur la scène. Mais je me demandais si on a vraiment optimisé l'utilisation. Je ne sais pas ce qui a été fait du côté de France 2, mais j'ai pas vu beaucoup d'images de ces caméras-là. Non, ça s'est pas vu. Non. Après, est-ce que on savait pas d'où venaient les images? Peut-être qu'il y avait plein d'images qui venaient de Galaxy S24 Ultra. La plupart étaient sur les bateaux, donc on aurait pu. Et quand on voyait à la télé, quand on voyait des images, en tout cas dans le feed international, c'était des images des embarcations qu'on voyait passer, mais rarement on a vu des vraies images qui venaient à partir de ces caméras-là. Faites par les gens, tu veux dire? Oui, mais elles étaient plutôt sur les réseaux sociaux, non, ces images-là? Parce qu'en fait, il y avait tout un parc. Il y avait un parc de Galaxy S24 qui était là en complément de la diffusion broadcast. Ah, d'accord. Ils étaient en 5G et si tu veux, ils étaient en mode live direct. D'accord. En fait, le réalisateur pouvait aller chercher prendre ces images
et les diffuser à l'antenne, en fait. Ça lui permettait d'avoir plus de caméras disponibles, 200. tout simplement. 200. Et D'accord. 200 qui étaient sur tous les bateaux. Et j'en avais parlé dans Tech & Co, et en fait, c'était aussi une prouesse technologique parce qu'il fallait streamer en 4K 200 Samsung Galaxy S24 Ultra. Ouais. Et évidemment, ils ont fait ça avec Orange pour que, justement, ils aient toute la bande passante disponible, tu vois. Donc, c'était quand même un truc Toi qui intéressant. parlais de suer, imagine le responsable de la diffusion des téléphones. Wow. Mais je serais curieux de savoir avec quels outils informatiques ils ont même préparé, conçu tout ce show, etc. Mais comme c'était mais c'est assez secret, impressionnant. finalement... Et puis après, il y a eu aussi on va dire, l'épreuve de la pluie, qui doit être aussi quelque chose de terrible, tu vois. Comment c'est l'enfer, ça? Techniquement, c'est l'enfer. Tu te dis, putain, est-ce qu'il n'y a pas un matériel qui va péter, tu vois, parce que bon, c'est vraiment pas de C'était pas une chance. petite pluie en plus. Hein, c'était... Non. Et ça a un peu gâché certains plans d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de gouttes mais... sur les. Enfin. Ouais, mais regarde le piano avec la pluie dessus, ça donnait un côté complètement féerique qu'on n'aurait pas eu en temps normal. Quoi. Ouais, mais quand tu filmes en 16K des gouttes sur un objectif, tu vois, admettons, avouons quand même que c'est un peu con, quoi. Bon, ils ont foutu en l'air un piano Steinway à 50 000 balles, mais c'est pas grave, hein, c'était pour le show. On n'est plus à ça près. Non, on n'est plus à que ça près. L'addition de ce truc-là, c'est impressionnant. On dit un mot de la flamme, qui est aussi une innovation technologique. Mais, Jérôme, avant de parler de la flamme, faite par EDF. Le piano, là, c'est certain qu'il va se retrouver dans un musée. Donc, il n'est pas perdu. Ouais, peut-être. Ouais. Et le piano qui a brûlé, vous avez, je sais pas si vous avez vu. Ah, ça, c'était beau, ça. C'était beau, non, ça aussi. pendant le spectacle, le piano sur la scène. Avec, ouais, c'était impressionnant, ça. Ouais, c'était magnifique, ça. Mais donc, la flamme. Oui, la flamme, la vraie fausse flamme, ça aussi, c'est une prouesse technique d'EDF. Qui a donc utilisé des LED et de la pulvérisation d'eau pour simuler un foyer permanent et faire comme si c'était du feu alors que ça n'en est pas. Quoi. Mais Jérôme, je te dirais, j'ai un lecteur bien informé qui me faisait remarquer que cette idée-là, elle n'est pas neuve. Tu peux l'acheter chez Amazon. Il y a des fabricants qui font des foyers pour la maison. Ah, tu peux acheter des flammes olympiques comme ça, géantes de 9 mètres chez Amazon. Le principe de de brumiser, oui, en envoyant bien sûr. la couleur au feu, là, ça existe. Ce qui est impressionnant, c'est d'en faire c'est le gigantisme. Exactement, une version comme ça. Ouais. Non, c'était vraiment top. Vous avez vu qu'il y a cette petite musique qui monte en ce moment, comme quoi il faudrait peut-être garder cette attraction au-delà des JO. Comme la Tour Eiffel est un souvenir d'une des expositions universelles. Ouais. En effet. Et c'est marrant, je sais pas si EDF t'avait contacté, François, parce que moi, il m'avait appelé quelques jours avant en disant « Oui, on voudrait vous montrer quelque chose, mais je peux rien vous dire pour l'instant. » Je dis « Ah bon? Oui, c'est en rapport avec les Jeux Olympiques, ça devrait se passer du côté des Tuileries. Est-ce que vous voulez venir samedi et tout ?» Je dis « Bah écoutez, je sais pas, il faut que vous me disiez d'abord un peu ce que c'est. » Et après, quand ils m'ont dit « C'est en rapport avec les Jeux Olympiques du côté des Tuileries », j'ai senti un peu le truc. Quoi. Je dis « Ce serait pas une flamme olympique par hasard. » Mais ils n'ont pas vendu la mèche. Mais voilà. C'est le cas de le dire. Pour une flamme Exactement. olympique, c'est bien de ne pas vendre la mèche. Tu vois, c'est plus rassurant. C'est mieux, tout à fait. Mais donc, je ne suis pas allé la voir, mais j'essaierai à l'occasion on essaiera d'aller voir, de comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est intéressant de voir la réaction sur les réseaux sociaux des gens qui sont tellement blessés en disant « Oui, mais c'est que de l'eau et de la lumière. » Et là, à chaque fois, moi, je leur rappelle en disant « Non, mais rassurez-vous, la flamme, elle est juste à côté. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Elle brûle pour la durée des Jeux. Mais là, c'est juste comme ça. » Il y a des gens qui râlent parce que c'est pas une vraie flamme, c'est ça? Oui, ils ont porté ça. De toute façon, Ouais, mais il y a des gens qui râlent pour tout. De toute façon, parce que chez nous, les Jeux Olympiques, on le savait, c'est aussi les Jeux Olympiques de la râlerie. Ouais. Et on a une épreuve, on a des épreuves de polémique. On a plusieurs, on a les polémiques religieuses, polémiques politiques, polémiques technologiques. Ça fait partie des JO. C'est pas juste parce qu'au départ, on le sait, le jeu est pipé, vous allez remporter toutes les médailles pour la râlerie. Bah bien sûr. Bah en plus, voilà, il y a la polémique corruption, tout ce que tu veux. Ouais. Bon, allez, presque une demi-heure sur les Jeux Olympiques. Faut qu'on passe à autre chose.
Quand même, faut qu'on parle un petit peu d'IA parce que voilà, c'est quasiment une émission spéciale IA puisque ça se passe entre 2023, 2024, 2025. Donc c'est l'actu et ce mois-ci. Donc moi j'ai noté les Français qui ont lancé un nouveau modèle qui s'appelle Moshi. On en a parlé dans nos émissions diverses et variées. Meta qui a sorti un nouveau modèle en open source. Llama 3.1. Mistral qui a lancé aussi son nouveau modèle. Et la dernière news, c'est donc OpenAI qui veut aller tailler des croupières à Google. Bref, la bataille de l'IA continue. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé parmi toutes ces news ? Alors, écoute, moi déjà, je suis en vacances, donc oui, je suis l'actu. Non, mais je suis déjà, je te remercie mais... de te replonger dans l'actu. C'est sympa parce que tu aurais pu me dire, écoute, j'en ai ras-le-bol, je veux décrocher. Non, mais c'est évidemment avec plaisir. Et puis, on décroche jamais d'actu, c'est pas possible. Enfin, quand on fait ce métier, on sait vous et moi qu'il est impossible de tout éteindre. Mais c'est vrai que je vois ça avec un petit peu de recul. Et tu vois, on a vécu une espèce d'emballement de l'IA tout au long de cette année. Et c'est vrai que là, c'est bien de se reposer un petit peu et d'essayer de voir un peu ce qui s'est passé. C'est vrai. Ne parlons pas d'IA. Allez, on passe à autre chose. Non, pas du tout. Mais parmi toutes les nouveautés, moi, il y en a une qui m'intéresse vraiment, c'est évidemment le rouleau compresseur OpenAI et le SearchGPT. SearchGPT, ouais. Qui à mon avis, doit quand même inquiéter Google, parce que on sait pas trop. Enfin, je crois qu'on commence à avoir une petite idée de ce à quoi ça va ressembler, mais c'est séduisant sur le papier, tu vois. Le fait d'avoir une recherche assez condensée de ce que tu veux avec des liens, pas lancé, etc. Il n'est pas ouvert au grand public pour l'instant. Il n'est pas ouvert au grand public, mais je crois qu'il y a des personnes qui l'ont testé, ils ont un petit peu expliqué à quoi ça ressemblait. Et moi je trouve vraiment que, voilà, on va avoir du grain à moudre à la rentrée, parce que si effectivement OpenAI lance ce truc-là, ça va être intéressant, et voir si effectivement, parce que ça pose plein de problèmes. Ça fait 20 ans qu'on utilise Google, tu vois. Ça fait 20 ans qu'on a une voiture avec un volant et un levier de vitesse. Là, d'un coup, on dit, voilà, il n'y a plus de volant, vous avez à la place 2 boutons, et le levier de vitesse, il est plus là non plus. Hein, vous inquiétez pas. C'est une bonne analogie. Tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va adhérer à cette nouvelle manière de rechercher l'information ou pas ? Donc, il y a plein de trucs intéressants. Donc, vivement que ça arrive et qu'on puisse têter tout ça. Bruno ? Mais tu vois, Jérôme, moi, quand tu fais l'énumération de toute cette actualité-là, je me dis, je voyais rien de surprenant, c'est des bonnes nouvelles, mais c'est l'évolution de l'intelligence artificielle, et chaque mois va amener son lot d'évolution comme ça, toujours plus puissante, toujours plus, en guillemets, économe au niveau de l'énergie. Mais de l'autre côté, ce qui est intéressant, et c'est comme François le disait, c'est de voir le OpenAI arriver dans le domaine de la recherche. Et ça, là, on commence à bouger les morceaux là, sur l'échiquier. Là, ça bouge. Mais de l'autre côté, puis ça, je trouve ça important de le mentionner, la même journée, il y a Google qui, de son côté, a lancé Gemini 1.5 Flash en disant il est aussi performant que les grandes IA génératives que vous utilisez et pourra faire les mêmes choses. Et donc, se sachant attaquer sur son terrain, j'allais dire Gemini, Google contre-attaque avec une IA qui, il l'espère, pourrait concurrencer les gens d'OpenAI. Ça, c'est une bonne chose. Mais celui dont on parle pas et qui se fait aussi manger la laine sur le dos, c'est Microsoft avec son Bing. Parce que déjà qu'il est le mal-aimé et qu'il est peu utilisé, si les gens passent de Google directement à OpenAI sans passer par Bing, Microsoft, qui a quand même investi énormément d'argent dans OpenAI, il est un peu le laissé pour compte. Moi je ferais pas la même lecture, parce que d'abord tout ce qui profite à OpenAI, ça profite à Microsoft d'une certaine manière. Ensuite, est-ce que techniquement il n'y a pas un peu de Bing dans SearchGPT ? Voilà, c'est une question sans fondement que je pose, hein, mais oui, mais chaque fois que tu utilises le SearchGPT, tu n'utilises pas Bing. Ouais. Tu n'utilises pas Bing ? Oui, mais Bing, enfin, ça n'a jamais été. Microsoft n'avait pas l'intention d'en faire son. Ils n'avaient pas l'intention d'en faire leur cœur de business. Il y a déjà tous les salariés de Microsoft qui utilisent Bing, donc ça fait quand même pas mal. C'est pas sûr. Tu sais, tous les salariés de... Enfin bon, je vais pas rentrer dans des querelles de chapelle, mais... Non. Moi, je pense que... Après, je me demande si on fait pas un mauvais procès à Google, et si on risque pas de faire un mauvais procès à Google. C'est-à-dire que Google
c'est un peu ramassé en lançant ces systèmes d'IA appliqués à la recherche. À chaque fois, ça s'est mal passé, il y a eu des ratages, etc. Mais en même temps, il n'y a pas plus de ratages que sur OpenAI. ChatGPT continue à dire autant de conneries qu'avant. Bon, peut-être un peu moins, mais à halluciner. Et ce qu'on a reproché à Gemini, enfin qui s'appelait Bard avant, c'était aussi d'halluciner. Sauf que comme c'est Google, on ne tolère pas. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Parce que c'est Google, parce que c'est le king, et que voilà. Et du coup, alors on est beaucoup plus indulgent avec ChatGPT, mais quand vous allez sur la page de ChatGPT, de l'actuel, je ne parle pas du SearchGPT, mais ce sera pareil à mon avis sur le SearchGPT, il y a marqué tout en bas en tout petit, attention, il peut formuler de mauvaises réponses. Donc, je pense qu'il y a un truc injuste parce que SearchGPT, on va lui pardonner des choses, on lui pardonnera le fait d'être imparfait parce qu'il est nouveau, parce que c'est pas son métier, c'est pas son activité principale, alors que Google, on lui pardonne pas. Et finalement, c'est une vision un peu biaisée de la situation. Parce que moi, je serais surpris que SearchGPT soit vraiment 100 fois mieux que Gemini. Franchement, ça m'étonnerait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, je pense qu'il est difficile de tirer des plans sur la comète parce qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler, on ne sait pas quelle est l'interface, comment ça va, tu vois, s'articuler. Maintenant, moi, je me méfie d'OpenAI. Ils sont très très forts. Et quand tu vois ce ils sont arrivés à faire en à peine 1 an et demi en termes d'IA générative, tu peux te dire, ok, on va voir, parce que s'ils révolutionnent aussi la manière dont on recherche l'information, imagine demain. Je sais pas, moi, t'es sur ton téléphone, t'as même plus besoin de taper ta requête, tu le fais avec la voix, ça marche, ça te répond, il y a un dialogue. C'est quand même un truc qui peut être vraiment sexy, quoi. Les deux avantages, les deux promesses de ça, c'est au moment où tu formules ta requête, tu peux lui parler en langage naturel. Mais ça, déjà, moi, je trouve ça bizarre. Est-ce que vous faites des phrases quand vous parlez à un moteur de recherche, vous ? Moi, je tape des mots-clés. Mais parce qu'on n'a pas l'habitude, Jérôme. Oui, mais parce que ça va plus vite. Je reviens à ma voiture. Mais quand tu sais que tu parles à une machine, tu vas pas lui dire « Excuse-moi de te déranger, pourrais-tu, s'il te plaît, m'indiquer quelles sont, je sais pas quoi, les prochaines courses hippiques à côté de chez moi ?» Tu vas dire, je sais pas quoi, course hippique, machin. Bien malin, celui qui arrive à prédire ce qui va se passer. Tu vois, sincèrement, franchement, je me mouillerai pas là-dessus. Ce qu'on attend de l'IA dans la recherche, c'est qu'au lieu de nous donner des réponses, au lieu de nous donner des liens, en fait, qui nous obligent à ensuite aller chercher encore plus d'informations, c'est qu'elle nous donne tout de suite l'info qu'on cherche et qu'elle soit 100% exacte, cette info-là. Et ça, ok, si OpenAI arrive à le faire, très bien. Mais je demande à voir, franchement. C'est clair. Mais ça dépend aussi du type d'utilisation qu'on fait, hein, parce que le type de phrase, justement, complète, il y a bien des gens qui le font, comprenant pas c'est quoi la logique de recherche de Google. Alors, ils vont carrément écrire une phrase, tandis que nous, qui l'utilisons depuis longtemps, on a gardé nos vieilles pratiques. Mais c'est un fait que Google, aujourd'hui, utilise des algorithmes depuis un bon moment pour arriver à comprendre le sens d'une phrase, le sens d'une requête. C'est vrai qu'il y a des gens qui tapent, oui, voilà, quel âge a Tom Cruise? Exactement. Ou quelle est la couleur de la robe de la reine d'Angleterre? On ferait Tom Cruise âge. Mais il y a une bonne partie de la population qui ont habitué et entraîné les algorithmes de Google à vraiment décoder une phrase. Ouais. Après, il y a un autre problème, les amis, n'oubliez pas, ce sont les éditeurs de contenu. Ah, ça, c'est l'enfer. Et parce que ça, c'est un problème insoluble. D'un côté, on veut des IA qui nous donnent les réponses sans nous noyer dans les détails et en nous donnant des réponses exactes. Et d'un autre côté, les éditeurs de contenu, s'ils sont totalement invisibilisés et que les réponses dispensent les internautes d'aller sur les sites, et notamment les sites de médias, il y a un problème économique énorme. Ouais. Ils vont arrêter de diffuser leurs informations. C'est pour ça que et là OpenAI par contre semble avoir une approche assez maligne parce que ils expliquent qu'ils ont monté leur truc avec des médias, qu'ils vont donner la possibilité aux éditeurs de contenu, c'est-à-dire les médias, les blogueurs, tout ce que tu veux, hein, les particuliers qui produisent, etc. Ils vont leur donner la possibilité de garder une certaine maîtrise de la manière dont leurs contenus sont présentés. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire, mais grosso modo ça voudrait
voudrait dire que peut-être on pourra accepter de diffuser que certaines informations soient reprises, que d'autres ne le soient pas, etc., etc. Mais c'est insoluble, c'est-à-dire que pour qu'Internet vive et vive économiquement, il faut que les gens aillent sur les sites, ou au moins que les éditeurs puissent aussi pusher de la pub et compagnie. Parce que si c'est un écran de fumée qui absorbe tout et qui invisibilise tous ces gens-là, ça marchera pas. Tu parles des grands médias, mais les plus petits aussi. Je pense à oui, bien sûr. les créateurs de contenu de notre niveau même, où on génère du contenu, du jour au lendemain, si les gens peuvent avoir accès à notre contenu sans jamais venir écouter notre podcast, sans jamais venir lire notre blog, à un moment donné, tu te dis, bon, c'est beau, je suis content de produire ça, sauf que j'ai pas de retour. Là. J'ai Sauf plus qu'au bout d'un personne, moment- j'ai plus de clientèle. Voilà. Ils consomment ce que je fais, mais ils voient plus que c'est moi. Et du coup, tu peux plus mettre en place de modèle économique, et du coup, au bout d'un moment, tu t'arrêtes, quoi. Mais après, la source se tarit, il n'y a plus de contenu, donc voilà. Bon, enfin bref, on Enfin, verra. ça ouvre en tout cas un chapitre intéressant, quoi. Ouais, ça va tout à fait. ça va être passionnant. Absolument, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on dise un mot de... Est-ce qu'on parle un peu de fusée ou pas? C'est un peu dans notre champ quand même, Pour applaudir le savoir-faire l'espace, tout français. ça. Hein? Et le savoir-faire français. Allez, soyez chauvin quand 2 même. secondes. Là. Ouais. Attends, nous, franchement, on est fiers, non? Pas toi, François? Ah j'étais d'autant plus fier que moi le lancement d'Ariane 6 s'est fait en direct dans Tech Mais & Co, oui, tu l'as le couvert soir. en direct dans Tech & Co, ouais. C'était génial et c'est évidemment on va pas bouder notre plaisir à voir une fusée mythique Ariane qui en plus dans son niveau 6 arrive à redécoller, etc. parce qu'il y avait des attentes fortes, il y avait une pression très forte, 4 ans de retard quand même pour une fusée, donc c'est beaucoup. Là visiblement tout s'est bien passé. Franchement, c'est bien. On va pas gâcher notre plaisir. On est de retour dans la course en fait à l'espace, mais malgré tout, on n'est pas au niveau d'Elon Musk, parce que rappelons quand même que notre fusée Ariane 6, elle part dans les airs et puis après tout le reste se disloque, se désintègre quand ça retourne dans l'atmosphère. Ouais. Alors que Elon Musk, il arrive à prendre ses lanceurs, à faire partir des fusées, et puis après les lanceurs, ils reviennent à la maison, tu vois. Et ça, c'est quand même, je veux dire, une avancée technologique que les Européens n'ont jamais cru. C'est ça qui est dingue, c'est que je sais plus où j'avais lu ce truc-là, mais à l'époque, quand Elon Musk s'inspirait un petit peu de ce que tu faisais. Dans la bio d'Elon Musk, il y a une bio d'Elon Musk, je sais, je l'ai lu, où il explique qu'effectivement, personne ne croyait à ce délire. Voilà, et les ingénieurs d'Ariane Espace lui rigolaient au nez en lui disant, mais attends, mais tu veux quoi? Tu veux que tes lanceurs reviennent sur Terre? Mais c'est impossible, mon pote, tu n'y arriveras jamais. Et voilà, il est arrivé, et aujourd'hui, il y a une avance incroyable, et peut-être qu'Ariane 7 sera dans cette logique. Je sais que Ariane Espace réfléchit beaucoup justement à cette technologie, parce qu'il se dit, si Elon Musk y arrive, il faut que nous aussi on y arrive. Mais imagine le temps qu'on a perdu. Et ça prouve aussi quand même le génie de cet investisseur privé américain que rien n'arrête, finalement. C'est dingue. Mais François, puisque tu parles de la diffusion en direct sur Tech & Co, c'est vrai la rumeur que vous aviez tenté de négocier avec les gens d'Ariane pour envoyer Frédéric Simotel dans l'espace? Alors oui, c'est vrai, on n'y est pas arrivé. Pour vous en débarrasser, Frédéric, il est si gentil. En fait, il faut qu'on l'invite d'ailleurs un jour dans le grand débrief. Tiens. Ça lui fera plaisir. En fait, il aurait pu faire un plateau sur la fusée, mais il serait redescendu comment? C'est ça, avec l'appareil de l'ennemi. Un parachute? Ouais. Il aurait pris en vol. Ça dit, il est très sportif. Justement, c'est le meilleur candidat. Ouais. Non, mais c'est une rumeur. C'était pas vrai. Ah bon, c'est pas confirmé. Ouais. Non. T'essayais de noyer le poisson parce que vous n'avez pas de lancer de fusée au Canada, Bruno, c'est ça? Moi? Non, mais je vous ai laissé vous vanter pendant 2 minutes. Notre minute de chauvinisme. Ouais, non, mais t'as vu qu'on se vante, mais on est quand même réaliste. Tu vois, on essaie de trouver toujours d'être... C'est vrai, réaliste et critique. De ménager... le chou et la chèvre. Non, puis en plus, tu as raison de dire que il n'y a pas eu d'Ariane pendant 4 ans, mais la course à l'espace, elle ne s'est pas arrêtée, et au contraire, elle a changé de visage. Elle s'est accélérée. Il y a les innovations d'Elon Musk. Et l'Europe a pris du retard. Exactement.
Et il y a tout ce qu'on appelle une New Space avec des trucs, enfin, de tous les côtés. Il se passe vraiment des choses de tous les côtés. Cela dit, pour avoir fait une interview sur ce sujet il n'y a pas très longtemps, et pour revenir 2 secondes sur Elon Musk, il y a quand même un gros problème Elon Musk avec Starlink, visiblement. Parce que les gentils satellites Starlink, mais ça commence à être un sacré bazar dans l'espace. Il y avait un article là récemment qui disait que pour Starlink, on avait évité récemment 50 000 collisions évitées, alors que d'habitude, c'était une dizaine par an. 50 000 collisions en 6 mois. En 6 mois, ouais. C'est dingue. C'est quand même un petit souci. Et on dit dans l'article, c'est Futura Science qui a fait un papier là-dessus. Voilà, c'est ça. Dont je parlais cette semaine. Et c'est 275 manœuvres d'évitement par jour. Ah, t'imagines comment les gens au sol de Starlink doivent se prendre la tête? Tu sais, avec 6000 satellites qui tournent autour de la planète, là, ça, c'est que ton parc à toi. Les autres qui sont déjà en train d'installer les leurs, de d'autres nations, de d'autres réseaux, avec le patrimoine qui est déjà dans le ciel, pas évident. Ouais. Oui, rappelons que Amazon Kuiper est dans les starting blocks, hein, donc il va avoir un nouveau réseau d'internet par satellite très haut débit à basse orbite. Donc non, c'est clair, c'est chaud. Mais on parlait de l'Europe, on parlait des États-Unis. Il faut pas oublier aussi la Chine, parce que là c'est impressionnant. La Chine en quelques années a explosé en termes d'espace. Ils sont allés sur la Lune. En tout cas, leur fusée est allée sur la Lune. Ils ont réussi à faire atterrir une fusée sur la Lune, qui a récupéré de la roche et qui est revenue en Chine. Enfin, quelque chose d'incroyable. Et donc aujourd'hui, je pense on a perdu un peu, l'Europe a perdu de sa superbe. Et tu parles, en termes d'exploration mentionnes même spatiale. pas sa station spatiale, qui est pas rien non plus. Ah non, ils sont fascinants à regarder, hein. Ça plus les JO en 8K, ça fait un peu beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, ouais. Bon, il y a encore du boulot, mais enfin bon, déjà au moins, comme tu dis, on remet un pied dans l'espace et c'est déjà ça. Dernier thème que je voulais rapidement évoquer avec vous, puisque la promesse de cette émission, c'est un peu quand même de balayer les choses importantes qui se sont passées dans le mois et d'essayer de les mettre en perspective. On a vécu une panne informatique probablement historique, pas la première, peut-être même pas la première de cette ampleur, mais ça a quand même fait un barouf énorme. Et on sent que l'onde de choc, en plus, n'est pas totalement dissipée. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce truc-là? Ben moi, j'ai trouvé ça bizarre juste avant les vacances de François. Ça, j'avoue que... non, mais le hasard, quand même, fait drôlement les choses, hein. Ça arrive, pouf, il part en vacances. Ouais, c'est vrai. C'est comme tu sais, voilà cette photo qui a été postée sur les réseaux sociaux belge. Pour faire croire que, oui, de Vincent Flibustier, ouais. Où il explique, où il laisse entendre que c'est lui qui a fait la mise à jour. C'est un beau test sur les réseaux sociaux. Mais bon, la seule chose que ça fait, c'est d'illustrer la vulnérabilité de notre système planétaire maintenant qu'on utilise presque tous le même système, avec presque tous les mêmes outils. Moi, je regardais, on parle encore de la Chine, mais je regardais 3 fournisseurs de services similaires chinois qui, eux, ont fait... ils ont profité tellement de cette période-là pour revenir sur l'avant-scène en disant « Mais vous savez, nous, on existe, on est pertinent, on est utilisé par des millions de clients sur notre territoire à l'extérieur. » Et on n'a pas ces problèmes-là. Justement, puis peut-être que vous devriez regarder une alternative. Et c'est ça. Il y a écoute, je pense qu'il y a une trentaine de joueurs dans le domaine, là, des gros joueurs importants. Oui, mais... Enfin là, désolé, mais en Europe ou aux États-Unis, personne n'ira mettre une stack chinoise de sécurité dans ces systèmes d'exploitation. C'est inenvisageable. Hein. Je suis d'accord avec toi, Jérôme, mais il y a tout le reste de la planète. L'Europe, les États-Unis, le reste de la planète, s'ils sont capables d'aller les chercher, là, ça fait un gros marché. Bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est clair. Ouais. Oui, donc il y a un aspect économique et derrière géopolitique qui est énorme. Après, c'est vrai que c'était énorme. On a l'impression que le monde entier a été paralysé. En fait, c'est essentiellement les compagnies aériennes qui ont morflé, etc. Mais les médias aussi ont été touchés. C'est pour ça qu'on en a parlé. Parce qu'ils étaient... C'est le même truc. Hein. Pourquoi on parle beaucoup de l'intelligence artificielle? Parce que les médias sont touchés par la chose. Non, mais c'est... Tu veux dire que les médias... Tu veux dire qu'on n'est pas neutre, quoi? Non, que les médias seraient pas neutres? Pas nous, ah bon? mais les médias.
Mais c'est toujours fascinant. Ah oui, pardon, je me mettais dans le lot des médias. Moi, je me sors du lot des médias. Moi, je suis un analyste. Ah oui. Mais dans ce contexte-là... Il n'y a plus que François qui est dans un grand média. François, il est en vacances. Il n'est pas un média. Mais c'est vrai, je suis en vacances. Ouais. Non, mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que on en a beaucoup parlé, mais ça ne représentait que 1% des PC sous Windows. Mais c'est justement pas non plus, tu vois. Jérôme. C'est parce que les médias ont été affectés. Écoute, moi, j'étais là. J'étais 8 millions et demi de machines. 8 millions et demi de machines qu'il a fallu redémarrer. J'étais là, le soir où c'est arrivé, là, aux États-Unis, j'étais là jusqu'à 4h30 du matin. J'ai reçu des appels des médias français, des matinales là, chez vous en disant « Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé? » Je communiquais avec les journalistes pour leur expliquer, mais j'allais pas être en onde à 4h30 du matin. Mais j'ai suivi le truc. Mais qui en a parlé le premier? C'était les médias qui étaient affectés. C'était pas la compétition. Parce qu'eux, ils avaient un problème, puis ils ont fait des recherches, puis ils ont vu que, il y avait un problème, l'ordinateur fonctionnait plus. Mais c'est parce que eux, ils ont parti la cabale. Et là, c'est parce que les NBC, les ABC et compagnie, d'abord en Amérique du Nord qui finissaient à leur quart de travail, puis après, il y a eu les médias européens qui, puis je parle même pas de l'Asie, mais c'est pour ça qu'on en a tant parlé. Parce que si la chose s'était passée uniquement dans les bureaux d'affaires et les transporteurs aériens, ça aurait pris moins de place. Ça j'en suis persuadé. Il y a quelques secteurs quand même où effectivement, dès qu'il se passe quelque chose, ça fait du bruit. Les compagnies aériennes, les banques, les administrations, les ministères, voilà. Mais il n'y a rien de pire que s'attaquer à un média. Ça, t'es sûr d'en entendre parler. C'est sûr. Ouais. Bon, après, voilà, il y a eu les transports aériens qui a été vraiment impactés. Enfin, ça a été aussi, ça a enquiquiné pas mal de monde. Mais c'est vrai que dans l'absolu, voilà, c'est que quelques secteurs qui ont été impactés. Et évidemment, ça a eu, on va dire, une résonance mondiale. Il y a eu aussi un autre truc là qui est plus récent. Je sais pas si vous avez vu cette attaque en fait, des petits malins qui ont coupé des gros réseaux de fibre optique dans certaines régions de France. Mais ça, c'est du vandalisme. C'est du vandalisme. Ouais. Ils se sont attaqués à SFR, Bouygues aussi, Free aussi. Free, ouais. Mais c'est voilà, évidemment tout ça résonne dans ce contexte de Jeux Olympiques. Ouais. On veut perturber le bon déroulé de ce truc-là. Donc on essaie de casser le jouet, quoi. Ouais, mais ça, c'est vraiment en plus à rapprocher de ce qui s'est passé avec la SNCF. Bien sûr, c'est du vandalisme pur et simple. C'est du sabotage, enfin, c'est des attaques, c'est de l'activisme et du sabotage quasi terroriste, quoi. Hein. Ouais, ça ne tue pas, mais c'est du terrorisme. Quand tu t'attaques aux voies de communication ou aux outils de communication, tu perturbes tout le fonctionnement d'un pays. Non, c'est un vrai problème. Effectivement, bon, ça c'est... Ce n'est pas, pour une fois, la faute de Microsoft. Il faut bien l'avouer. Bravo. Qui c'est Oui, cette émission est sponsorisée par le Club des complotistes. Et donc, écoutez, si on pouvait faire ça, on y passerait 2 heures à réinventer toutes les causes. Wow. On prendrait tous les faits d'actualité et puis on essaierait de trouver des causes. Puis comme font les spécialistes, de prendre une photo, un micro-détail sur une photo pour expliquer que... Juste tout le volet sur la Lune, hein? Ouais, bien sûr, sur la Lune. On n'a jamais marché sur la Lune. Non, mais comment on a fait pour redécoller de la Lune? Mais c'est un truc de fou. Surtout que la Terre est plate, les amis. Hein. Rappelons-le quand même. En plus, c'est ça qui est bizarre. Bon, sur ces bonnes paroles, messieurs, je vais vous laisser parce que je sens que ça part en vrille, cette émission. Hein. On va se retrouver non pas le mois prochain, parce que le mois prochain, ça aurait été les vacances, tout ça. Donc on va faire relâche, mais on se retrouvera en septembre, si ça vous va. Mais avec plaisir. Voilà, fin septembre, on débriefera l'actualité du mois de septembre et il sera encore passé plein de choses. D'ici là, qu'est-ce qui se passe sur vos médias respectifs pendant l'été? François, toi, ça donne quoi, puisque pendant que tu te dors la pilule au soleil, il se passe quoi à l'antenne? C'est du best-of. C'est du best-of de Tech. Donc de la rediff. De la rediff. Ouais. Mais on a essayé de bien travailler les best-of pour que
On a eu quelques moments sympas tout au long de cette année, donc on met en avant tout ça. Ça nécessitait beaucoup de travail. Ah, mais c'est pour ça que je me suis vu à l'image l'autre jour, là. Et oui, on a pris les meilleurs moments. Donc tu y étais forcément. J'ai vu Bruno aussi, je crois. Et voilà. Et j'en profite pour faire un bisou à Léa qui est derrière tout ça. Ah, super Léa, ouais. Qui œuvre au bon fonctionnement de Tech & Co. Et toi, Bruno, donc c'est pas les vacances pour toi? C'est jamais les vacances pour moi. C'est jamais les vacances. Et tous les jours, on peut retrouver... Ils sont bizarres, ces Nord-Américains. Vous avez une constitution particulière qui fait que vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Mais comme on passe moins de temps à râler, on passe plus de temps à travailler. À chacun de passer son énergie. On l'a bien cherché. Celle-là, on l'a pas volée. Respect. Ah, respect, elle est bien. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Alors, au quotidien, c'est 120 secondes de tech qui... Alors, 120 secondes de tech, tu nous en dis un mot? Ben oui, rapidement, c'est 2 minutes. À mon avis, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes. Grosso modo. Ouais, mais attends, c'est super. Mais c'est 2 minutes, donc disponible sur les plateformes de balado. Et le matin, en vous levant, autour de 6 heures... et là, je parle en heure pour les Européens, là. Mais le matin, en vous levant, c'est sûr que vous l'avez sur si vous êtes abonné, là, sur votre appareil. Et ça revient sur 3-4 infos importantes à connaître au début de la journée. Alors, il y a ça. Puis sinon, je poursuis avec mon carnet, qui est le magazine long format de la fin de semaine. Long format où tu vas plus en profondeur. Très profondément dans le profond. Très profondément dans le traitement des sujets. Et où on se retrouve toutes les semaines. Alors moi, pendant l'été, je fais un peu de rediff aussi. Rediffusion des meilleures interviews, enfin les plus pertinentes, celles qui sont le plus encore d'actualité, qui peuvent éclairer vraiment. Parce qu'elles sont toutes. Je fais une petite sélection quand même. C'est gentil, mais je fais une sélection. Et puis sinon, on va se retrouver aussi avec Bruno quand même le samedi. Donc, à la place de l'hebdo du samedi, on fera une version allégée qui sera uniquement le débrief à partir de samedi prochain. Et puis, c'est pas fini. Le lundi, un dossier sur un sujet d'actualité avec quelques extraits d'interviews qui ont déjà été diffusés, mais tout cela à remouliner, réexpliquer. Voilà. Et donc, lundi prochain, je reviens sur ChatGPT pour expliquer exactement comment ça marche, ChatGPT. Et ensuite, TikTok. Pourquoi on s'en prend à TikTok et quel est le problème avec TikTok? Et ensuite, la troisième semaine, on parlera de je ne sais plus quoi, mais ça sera super. Tu vois, j'ai oublié. Pourtant, François, c'est déjà en boîte, mais Jérôme, je ne vais pas tout dire. Je vais faire un peu de teasing. Mais François, Jérôme, à force de passer du temps en Amérique du Nord, là, je commence à sentir qu'il aime reprendre le travail. C'est bon, ça? Mais j'adore travailler. Oui, mais c'est bon. J'adore travailler. Pour le bonheur de tes auditeurs, en plus. Écoute, moi, je me pose même plein de questions pour l'année prochaine. Tu sais que quand je t'entends faire les 120 minutes tous les jours, je me dis, tiens, finalement, est-ce que je ferais pas quelque chose comme peut-être une chronique quotidienne sur la technologie? Tu vois, il paraît qu'à une époque, ça marchait bien. Pétard. Tu vois, un truc genre... ça te rappelle quelque chose, François? Ah ouais. Tout ce que tu ne voulais pas faire, en fait. Ah, c'est pas que je voulais pas le faire. Je voulais un petit peu changer d'air, mais c'est vrai que j'ai fait ça pendant plus de 25 ans à France Info. Ouais. Mais je me dis, finalement, est-ce que je rempilerai pas pour refaire un peu le même genre sur Monde Numérique? Écoute, là, mon petit doigt me dit qu'on va avoir pas mal de nouveautés à la rentrée. Puis en plus, Jérôme, si je peux me permettre... Il me reste l'été pour... Tu vas faire plaisir à des milliers de personnes qui vont te retrouver comme ça. Mais bon. Écoute, c'est gentil, c'est très gentil. Je sais pas. J'ai encore l'été pour y penser. Voilà, c'est en gestation, je vais y réfléchir pendant l'été. N'est-ce pas? Vous l'aurez entendu ici d'abord. Ouais, exactement. On est open bar ou open micro. Super. Merci beaucoup, les amis. Merci d'avoir pris un peu de votre temps de vacances pour François. On te retrouve quand, alors, dans Tech & Co, direct en vrai? 26 août. 26 août. Okay. C'est la rentrée des médias en France, le 26 août. Ouais, c'est vrai. C'est comme la rentrée des classes, la rentrée des médias. Merci beaucoup, François. Merci, Bruno. Et puis, on se reparle très vite. Chez vous. J'ai déjà noté que la prochaine fois que je te parle, je serai sur un bateau. Donc, j'espère que ça va marcher. Oh là là. Ouais, mais j'ai fait passer je vais réserver, là, j'ai fait passer de la fibre optique jusqu'au bateau. Ah, la fibre optique en mer, c'est pas terrible. Non, mais la chinoise, elle est particulièrement.
Ah, la chinoise, d'accord. On est plutôt sur Elon Musk et Starlink. Ouais, j'ai peut-être plutôt visé ça, ouais. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis vous pouvez retrouver les autres épisodes du Grand Débrief, et puis surtout tous les épisodes de Monde Numérique, et surtout rester abonné au podcast Monde Numérique tout l'été, et comme je le répète régulièrement, parlez-en à vos amis, faites connaître ce podcast, et puis les autres émissions dont on vient de parler à vos amis, tout ça c'est super important, la viralité, si ça vous a plu, ça peut plaire aux autres personnes que vous connaissez qui s'intéressent à la tech. Et on est ravis de vous retrouver régulièrement dans ces programmes. Je vous dis salut, à bientôt, à très vite. Ciao, ciao. Bon, on va pouvoir enregistrer. Ça, c'est bon. Le Grand Débrief de Monde Numérique vous était présenté en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience de qualité. Plusieurs formats sont possibles, spot classique, message host read, contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rien de plus simple. Rendez-vous dès à présent sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact, et envoyez-nous un message. On a certainement plein d'idées à partager.